l'émission L'Essentiel. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Et comme tous les soirs, je suis avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Ce soir, nous parlons du coronavirus et pour en parler, nous sommes avec Baham Thiam, maître en management public et spécialiste en gestion de crise. C'est bien ça ? Exact. Vous allez bien? Bonsoir, madame. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nous sommes également avec Serine Saliou-Gueye, journaliste et consultant en maison. Bonsoir à vous, Serine Saliou. Bonsoir, René-Aïcha. Bonsoir, Abdoulaye. Bonsoir, M. Thiam. Et bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Très bien. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlons du coronavirus. On le sait, le président de la République a pris des mesures hardies dans la lutte contre le coronavirus. Une pandémie qui fait des ravages dans le monde entier. Donc le président de la République a interdit les manifestations publiques, a fermé les écoles. Donc on peut dire beaucoup de mesures qui ont été prises pour justement lutter contre le coronavirus. Excellent. Alors, je vous remercie de m'avoir sur ce plateau. Alors, bonsoir Abdoulaye et puis bonsoir M. Gueye. Et je salue les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et qui sont, comme tous les autres Sénégalais aussi, inquiets de la situation que nous traversons. C'est vrai que, comme vous avez dit, c'est des mesures... Alors, vous allez juste rapprocher votre micro, s'il vous plaît, le rapprocher vers vous. Voilà, c'est bon. Excellent. C'est bon? Voilà, continuez. Excellent. Comme je le disais tantôt, je pense que nous traversons une crise mondiale, une crise nationale, une crise qui appelle à des mesures pareilles. C'est le lieu de remercier le président de la République, de le féliciter pour ces mesures prises, qui sont d'interdiction de tout rassemblement, à trouver la riposte nécessaire dans les services de santé et puis sur l'étendue du territoire national. Alors, c'est vrai que quand on parle de crise, c'est très complexe. C'est une situation anormale qui se produit, une situation auquel on ne s'y attendait pas, à moins qu'on soit préparé. Et le Covid-19, comme on l'appelle, est une situation grave au niveau mondial. Et si on est dans des pays comme les nôtres, qui ne sont pas riches, qui n'ont pas assez de ressources qu'il faut pour gérer une situation pareille, vraiment c'est la meilleure solution à prendre. Et c'est le lieu aussi de remercier, de saluer l'attitude des chefs religieux. Je pense que le contexte socio-économique du Sénégal, nous le savons tous. Et le fait qu'ils se sont tous alignés à ces décisions et l'interdiction de toutes ces manifestations avec le suivi du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé et de tous les ministères, je pense que déjà c'est un atout. Alors, je pense que déjà c'est important. Maintenant, comment faut-il faire face à une situation actuelle? Alors, au-delà des mesures, je pense qu'avec le débat, on va bien échanger sur le sujet. Et comme j'ai dit, c'est juste une contribution d'un Sénégalais comme tant d'autres face à ces situations pareilles. Très clair. Très bien. Abdoulaye. Alors, avant même de poser la question à Serine Saliou, j'allais dire justement qu'il y a la magie des réseaux sociaux, malheureusement avec une présence assez non négligeante justement de magiciens du mensonge. Fort heureusement, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé également des mesures hardies avec la saisine du procureur de la République. Il faudra bien que les autorités sévissent sévèrement contre justement ces vendeurs d'illusions qui, à travers les réseaux sociaux, illustre et parle justement au nom d'un contenu mensonger. Ça, il faudra bien le dénoncer. Et on se le dit, c'est une salle où 388 morts en 24 heures en Italie, pratiquement un record, ce qui veut dire que c'est une maladie que l'on doit prendre très au sérieux avec justement les mesures annoncées par le président de la République aujourd'hui. Il nous faut aller au-delà parce qu'il y a certaines voies autorisées également qui parlent justement de la fermeture, en tout cas des voies aériennes par rapport à certains pays où la maladie est véritablement présente. C'est le lieu aussi, ici à mon tour, de saluer
les décisions prises par le président de la République, à savoir la fermeture d'abord des écoles, qui peut être un excellent foyer de contamination, aussi interdire toutes les manifestations publiques. Mais moi, ce que je déplore un peu dans la communication du président, c'est le fait qu'il y a un goût d'inachevé. Parce que le goût d'inachevé, c'est quoi? C'est le fait qu'aujourd'hui, la transmission communautaire de ce virus-là, ça se fait par voie aérienne la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est au niveau même des aéroports où tous ces cas-là nous sont venus. Donc, je crois que la mesure la plus hardie qu'il devait prendre aujourd'hui, comme à l'instant, bien sûr, de beaucoup d'autres pays, c'est le fait de tout simplement de se barricader en instaurant, bien sûr, des mesures restrictives par rapport à certains avions quand même commerciaux qui, en tout cas, qui viennent dans notre pays ou bien qui transitent dans notre pays. Malheureusement, le président ne l'a pas fait et toute la population quand même s'attend à cela. Et je crois qu'en pareille situation, il incombe au président de la République aussi d'écouter, la plupart du temps, d'écouter sa population. Et en fonction maintenant des sentiments et des émotions de sa population, bien sûr, avec le comité de suivi sur la pandémie, quand même, de faire une synthèse globale de tout cela et de prendre les mesures qu'il faut. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, nous, nos frontières, en tout cas, notre pays est accessible de partout. Et des pays comme le Maroc ont pris des mesures par rapport à cela. Le Maroc aujourd'hui a interdit à 20 pays quand même de venir en tout cas au Maroc, dans le Sénégal. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, ce qui m'a fait mal, c'est que le Sénégal n'a même pas fait dans la réciprocité. Parce que dès l'instant qu'un pays vous dit que vous n'avez pas plus accès à mon pays, je crois que la réciprocité quand même voudrait qu'on prenne une mesure pareille. Malheureusement, le président ne l'a pas encore fait. Et aujourd'hui, il faut se dire que le Maroc en est simplement à 8 cas. Il y a encore 0 décès là-bas, mais c'est pour prendre des dispositions par rapport à ça. Plus même 600 milliards ont été dégagés pour lutter contre le coronavirus. Au moment où au Sénégal, bon, peut-être nous n'en sommes pas encore à 2 milliards. Mais le principal problème, parce que je crois que le vecteur de contamination, bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette transmission-là communautaire. Donc, il faut nécessairement stopper cela, l'endiguer. Bon, doit stopper cela, mais comment le faire? Il faut quand même essayer de revoir le fonctionnement au niveau même des aéroports. Parce que c'est inadmissible que jusqu'à aujourd'hui, il paraît qu'il y a des touristes quand même qui nous viennent de la France et qui vont au Cap Skirring. Ça, c'est un problème. Je crois qu'en pareille situation, comme il faut prendre son courage à deux mains. Tous les pays sont en train de le faire. Les États-Unis, ils ont même interdit à tous les pays européens de se rendre aujourd'hui aux États-Unis. En Espagne aussi, malgré la gravité de la crise, eux aussi, ils se sont barricadés. En Italie aussi, idem. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'on atteigne le niveau 2 ou 3 pour qu'on puisse maintenant prendre des mesures par rapport à ça. Dès l'instant, nous en sommes encore au niveau 1. Mais si les foyers de multiplication commencent quand même à faire florès, en ce moment-là, nous en serons au niveau 2. Et il va falloir nécessairement qu'avant qu'on atteigne le niveau 2, que le président de la République, à l'instar de beaucoup de chefs d'État, prenne ses responsabilités en interdisant, en tout cas en prenant des mesures restrictives, bien sûr, par rapport à certains vols. Sinon, les gens viendront ici, parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai même l'impression qu'il y en a certains qui font exprès de venir au Sénégal, parce que les pays où il y a beaucoup de contamination, surtout l'Espagne et la France, jusqu'à aujourd'hui, bon, on a l'impression que leur principale destination, c'est le Sénégal. Et nous, notre pays ne fait rien par rapport à cela. Il va falloir nécessairement que nous prenions des dispositions par rapport à cela. On n'a pas dit que nous allons fermer totalement tous les pays, mais concernant vraiment les pays quand même où il y a de forts cas de contamination, il faut quand même prendre des mesures hardies. Et justement, qu'est-ce qui explique que ces mesures n'ont toujours pas été annoncées? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont toujours pas été prises? Est-ce que c'est une raison diplomatique? Comment le comprendre? Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois, un ministre de la République dire que le président prend des décisions en fonction du comité de suivi de la pandémie. Parce que c'est en fonction des informations qu'il reçoit de ce comité-là qu'il prend des décisions. En France, ça a été la même, mais en France, non. Parce qu'en France, quand les médecins avaient demandé à ce qu'il n'y ait pas d'élection municipale, mais Macron, quand même, a fait fi de tout cela et ils ont organisé ça. D'ailleurs, même hier, ils ont réagi en disant qu'il ne faut pas organiser le deuxième tour parce qu'aujourd'hui, ils en sont vraiment à des cas gravissimes. Maintenant,
la diplomatie, je ne sais pas si c'est un problème de diplomatie ou bien si c'est un problème de courage, parce que si c'est un problème de diplomatie, aujourd'hui, je crois que le Maroc, qui est en train quand même, qui nous a interdit formellement de nous rendre chez lui, donc je crois qu'en ce moment-là, il n'y a plus de diplomatie et nous sommes en train de traverser une crise extrêmement grave. Et cela, ça se comprend, parce que nous ne serons pas les premiers à prendre une pareille décision et nous ne serons pas encore les derniers à prendre une pareille décision. Et je crois qu'aujourd'hui, compte tenu de la gravité de la situation, il va falloir vraiment que le président écoute quand même son peuple, parce que ça, c'est devenu une demande populaire. Tout le monde aujourd'hui dit que le président de la République doit prendre des dispositions, des mesures restrictives, bien sûr, par rapport à l'accès à nos aéroports. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire que nous sommes encore à la merci de ce virus-là, qui est en train de faire vraiment des ravages au niveau mondial. Alors, M. Thiam, à ce niveau, lorsqu'on est un pays à se développer, surendetté comme le Sénégal, et face à une pandémie pareille, selon vous, quelle est la meilleure stratégie communicationnelle à adopter, justement, pour ne pas peut-être créer des frustrations de nature diplomatique? Alors, je pense que M. Gueye serait le plus indiqué à répondre à cette question. Mais si on analyse la situation d'une manière générale, alors peut-être la fermeture des frontières doit être une stratégie de gestion d'intérêt national. Parce que comme j'ai entendu, si on l'analyse aussi, nous dépendons beaucoup de l'extérieur. Alors, peut-être que je ne le maîtrise pas bien. Mais si on ferme les frontières, alors le décideur lui-même a analysé le pour et le contre. Et je pense qu'en réalité, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire pour certains pays. Je pense qu'on l'a fait ils l'ont fait pour l'Italie. Alors pour l'Italie, c'est déjà fait. Donc il faut identifier et réagir selon l'évolution de la situation, effectivement. Parce que c'est vrai que c'est une évolution lente. C'est des réactions lentes. Très sincèrement, c'est des réactions qui auraient dû se faire depuis très longtemps. Le comité de gestion de la pandémie, comme on dit, peut-être qu'il devrait réagir depuis très longtemps, et le président, lui aussi, devait prendre le dossier en main. Je pense qu'il est en train de le faire maintenant. Il faut le saluer. Il faut aussi saluer l'effort des personnels de la santé qui se donnent beaucoup d'efforts pour gérer cette situation. Mais pas facile. Mais on le sait pertinemment. Depuis justement que le Sénégal a enregistré le premier cas, au quotidien, les services du département de la santé et de l'action sociale donnent quotidiennement l'information juste et vraie. Donc nous savons tous et nous maîtrisons tous l'évolution justement de la pandémie au Sénégal. Que le président Macky Sall justement ait fait une déclaration ce samedi en prenant en tout cas 5 décisions majeures, selon vous, est-ce que ça doit être une répétition au niveau justement du palais, justement pour que l'on sente la présence du général en chef, le premier des Sénégalais, le président Macky Sall, pour qu'au-delà de cette première communication, qu'il la perpétue à chaque fois que de besoin, selon l'évolution, mais également selon la stabilité des patients internés, mais également, on le souhaite, la guérison de tout le monde. Tout à fait. Je pense que c'est important. Comme vous dites, la présidence de la République, c'est la stade suprême de la stratégie. Maintenant, l'aspect opérationnel, ça doit être déployé dans tous les niveaux. Parce que c'est comme ça qu'on gère une situation pareille. Alors, il faut que chaque organisation, chaque entreprise, chaque ministère essaie de voir quelle stratégie faut-il déployer pour répondre à cette situation. Donc, alors c'est comme ça que ça doit se faire. Alors, la communication, comme vous avez dit, c'est un volet très important dans toute crise, dans toute situation. Comme on dit en gestion de crise, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer, il faut communiquer. Alors, peut-être pas trop de communication, mais essayer de voir quelle stratégie de communication il faut avoir. Alors, j'ai entendu le ministère réagir par rapport aux fake news. Peut-être on va développer sur ce point. Mais écoutez, je pense que nous sommes dans un contexte d'information abondant. Alors, l'information est en abondance et les moyens de transmission sont trop importants, comme on dit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut avoir une stratégie pour avoir l'information originale. Donc, l'information originale, il faut faire aussi, comme toutes les autres grandes démocraties, avoir un comité
qui élabore des stratégies avec des analystes qui réagissent à toutes les situations, qui travaillent, comme on dit, 24 heures sur 24. Avec la stratégie de rotation et de continuité des services, nous allons développer plus sur ça. Comment on va faire pour que le gouvernement puisse continuer ses services en contexte de crise, mais aussi communiquer le maximum possible et travailler vraiment en équipe. Justement. Avant de juste rappeler une chose qui est importante également, c'est tout simplement dire aux téléspectateurs qui suivent l'essentiel qu'en réalité, comme il a dit, la vraie information et la bonne information n'existent qu'à travers les canaux de communication traditionnels, autrement dit les mass médias classiques, et tous les jours les quotidiens sénégalais, les radios et les télévisions au Sénégal s'évertuent avec le travail permanent aux côtés des experts du ministère de la Santé à donner la bonne information, rien que la bonne information, et les organisations de la presse, je peux parler de l'appel également du CMPIX, également ont rappelé justement aux journalistes l'importance justement d'aller vers la bonne information, parce qu'il s'agit de ne point donner une mauvaise information ou une fausse information par rapport à cette pandémie. Très bien, alors donnez... Ce que je voudrais juste ajouter, c'est que je pense que la stratégie du ministère devait faire en sorte que l'information qu'elle donne soit stampillée et qu'on sache que ça vient du ministère. C'est ce qui c'est différencier l'information originale des fake news. C'est ce qui se fait parce que tous les soirs, à partir en tout cas tous les jours à partir de 17h, le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Aloïse Waly Diouf, donne la bonne information, et au-delà, ses services transmettent le communiqué du ministère avec le cachet, l'entête, le bas de page, tout en tout cas indiquant que ça provient de la bonne structure qu'est le département de la santé et de l'action sociale. Alors, très important de donner la bonne information, de sensibiliser aussi, parce que quoi qu'on puisse dire ici au Sénégal, il faut cette prise de conscience, parce qu'on a l'impression qu'on ne mesure pas l'ampleur de cette maladie, donc il faut sensibiliser et aider un peu les populations à comprendre cette maladie. Dès le départ, le ministère de la Santé avait mis en place une stratégie de communication pour prévenir sur les dangers de cette maladie, même s'il y a quelques insuffisances, bien sûr, dans cette sensibilisation-là. Malgré cela, je crois que les Sénégalais aussi, je dirais la même chose, l'indiscipline que l'on retrouve chez les Sénégalais n'a pas d'égal, je crois, en Afrique. Et pratiquement, c'est le même reproche que Édouard Philippe, le Premier ministre français, a adressé aux Français quand il a vu en un temps record quand même que les cas étaient en train de se multiplier à une vitesse exponentielle. Hier, je crois avant-hier, il s'est adressé en disant, en flétrissant l'indiscipline des Français, parce que malgré les mesures qui ont été prises en France, il y a aujourd'hui des gens quand même qui se baladent au niveau des jardins, de certains, ils font certains rassemblements, alors que ça c'est interdit, bien sûr. Il y a un décret qui a interdit formellement les rassemblements en France. Donc, faisant un certain parallélisme avec la France, je dirais qu'aussi au Sénégal c'est la même chose, parce que depuis que les cas ont été déclarés jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui passent tout leur temps à dire que non, c'est des choses quand même qu'on nous a inventées, ou bien qu'on nous a importer des choses là. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que le bas blesse. Parce que moi, il y a certains types de discours vraiment auxquels je ne suis pas du tout accessible. Le fait de dire que non seulement c'est pour diminuer la population, mais en plus le fait même de porter des masques, c'est là où on a mis les germes quand même qui peuvent... Etc. C'est ça. On entend n'importe quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un autre virus qui est en train de concurrencer ce virus, ce Covid-19. Ça dit, c'est le virus même des fake news. Oui. C'est ce virus-là qui est beaucoup plus dangereux. Parce que pour vous montrer la gravité, la dangerosité de ces fake news-là, je donne l'exemple de l'Iran. Le lundi passé, il y a eu 27 Iraniens qui ont trouvé la mort parce qu'ils ont simplement consommé de l'alcool à friction. Parce qu'on leur avait dit que c'est bon pour le traitement, c'est efficace pour le traitement. Il y en a eu qui en ont pris une overdose et finalement, il y a eu 27 qui se sont retrouvés sur le tapis. Donc, vous voyez la dangerosité. Et le Sénégal risque d'aller vers ça. Aujourd'hui, dans les Twitter, dans les pages Facebook, dans les WhatsApp, on retrouve ce genre d'informations-là. Et là, j'ai
l'impression qu'on est en train de vivre un cauchemar informationnel. Heureusement que le ministre de la Santé, M. Abdoulaye Diouf Sarr, a pris quand même la résolution ferme, en tout cas de traduire tous ces gens-là qui seraient des diffuseurs de fausses nouvelles. Et vous savez que l'article 255 du Code pénal interdit formellement la diffusion de fausses nouvelles. C'est réprimé même, c'est-à-dire c'est passible d'un emprisonnement de 3 ans avec une amende de 1 million à 1,5 million. Donc je crois que là, il va falloir vraiment que le ministère soit ferme par rapport à ces fake news-là. Parce qu'avec cette nouvelle technologie, on peut toujours remonter la chaîne d'information. Et aujourd'hui, moi je crois que surtout concernant les intellectuels, des gens qui n'ont pas peut-être fait certaines études, moi je peux comprendre. Mais ces intellectuels-là qui passent tout leur temps à dire partagez-moi ces informations, alors qu'il y a même des moyens de vérification. Aujourd'hui en Belgique, ils ont mis en place une plateforme qu'on appelle le Fakey. Dès l'instant que vous recevez une information, si vous en doutez, vous mettez ça à l'intérieur et immédiatement on vous dit que si cette information est avérée ou pas. Donc je crois qu'il va falloir aussi qu'au Sénégal, qu'on aille surtout vers ces genres de plateformes-là et que les gens puissent vérifier même ces informations. Parce que très souvent, on nous les donne et ça donne l'image même d'une information qui est vraie. Vous pouvez être dans la suspicion, dans le doute, mais quand vous êtes dans le doute, il y a surtout des moyens de vérification et il faut faire un fact-checking quand même pour pouvoir vérifier si ces informations sont avérées ou pas. Parce que, quoi qu'on dise, certains sont très inquiets. Alors, diffuser des messages pour dire que telle ou telle chose peuvent guérir le virus, ça devient inquiétant. C'est ça le drame de Naïcha. Avant-hier, j'ai écouté RFI quand on a dit qu'au marché de Tunis, il n'y a plus d'ail là-bas parce qu'on leur a dit que l'ail, ça soigne. Aujourd'hui, on peut même retrouver une seule graine d'ail, on ne peut pas le retrouver là-bas. Et les gens risquent d'aller même vers un empoisonnement certain. Et aujourd'hui, je dis que chaque jour, on nous balance ces genres de fake news-là. Il faut boire de l'eau chaude, il faut faire ceci, il faut faire ça. Et si les gens ne prennent pas garde, on risque d'avoir même des victimes par rapport à ces fake news et qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Et là, je crois qu'il va falloir surtout accentuer la communication à ce niveau-là, prendre des mesures extrêmement drastiques, surtout concernant ces diffuseurs de fausses nouvelles. Sinon, on aura deux choses à gérer. En même temps le Covid-19, mais en même temps aussi le Covid informationnel. Ce qui serait très grave pour notre pays. Mais tout à fait, je pense qu'on est à ce stade. En réalité, on est à ce stade. Je pense que la mesure que le ministre a prise, je pense que c'est également réagir ou régler cette situation. Alors, je pense qu'aussi, il faut comprendre, les gens souvent, c'est le contexte qui s'y prête. C'est difficile pour certains, c'est l'instinct de survie. Et puis les gens ont cette habitude depuis très longtemps. Maintenant, nous sommes dans une stratégie où il faut vraiment essayer de départir les gens de cette situation et leur donner la bonne information à tout moment et avoir des référentiels. Et le comité de gestion de la pandémie, à tous les paliers, que ce soit au niveau local, régional et national, doit avoir une stratégie très bien huilée. Et que, comme vous avez dit, dans toutes les communautés et au niveau local, que ça soit à tous les niveaux, qu'ils essaient de donner l'information à tout moment, informer le maximum possible, et aussi faire en sorte que les gens puissent avoir confiance, redonner confiance à la population. Donc ça, c'est très important. C'est ça que moi, ce matin, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit que, écoute, j'ai des fièvres et puis je me sens fatigué. J'ai dit, mais appelle. Et quelqu'un a dit, effectivement, je ne sais pas si c'est vrai ou non, qu'ils ont appelé à plusieurs reprises, mais ils n'ont pas pu joindre une personne. Ils n'ont pas eu de répondant. Alors, c'est tout le sens maintenant de revoir ce comité. Parce que je pense que les Sénégalais sont en alerte d'une manière générale et qu'ils ont la volonté de servir. Ils ont la volonté de rendre service à leur pays et à leur communauté. Alors pourquoi pas faire appel à des volontaires qui vont se joindre au télécentre national. Je dirais même pas le télécentre du ministère de la Santé, mais il doit y avoir un télécentre national. Il y a des centres d'appel, comme on dit ici au Sénégal, on peut les contacter peut-être pour... Mais tout à fait, comme je dis, mais ces ressources-là, il faut les renouveler, il faut les former, il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait une rotation. Donc pour que le service soit disponible, alors accessible. Donc,
qu'on rend vraiment le bon service. Je pense que ça, c'est la question qu'il faut, ça, c'est la stratégie qu'il faut déployer face à ce manque d'informations. Alors, les Sénégalais sont capables, en fait, je ne dis pas les Sénégalais, mais certains Sénégalais sont capables de tout. Il y a certains qui s'amusent à composer le 18, alors qu'il n'y a nullement incendie, qu'il n'y a nullement quelque chose. Et assez souvent, ça cause des dégâts collatéraux, parce qu'il est arrivé, justement, que les Sénégalais fassent, en tout cas, un accident, un incendie, qu'ils appellent et que, justement, le réceptionniste se dise, voilà, c'est un autre comédien de plus. Donc, il y a vraiment des mesures à prendre concernant, justement, certains comédiens homo-sénégalensis, en tout cas frappés d'une passion inexplicable à ce niveau, Serigne Saliou. Mais quoi qu'on puisse dire, le Covid-19, comme on dit, à toute chose malheur est bon. Le Covid-19 n'est pas une bonne chose, certainement, mais quand même, il nous apprend qu'aujourd'hui, il nous faut développer cette stratégie de teranga sénégalo-sénégalaise, compte tenu justement du déploiement du privé national, le groupe des médias, d'autres groupes de presse également, qui offrent pas mal de choses, justement, au comité de gestion de la pandémie, sans oublier aujourd'hui cette bouclier justement formé par la société civile, l'opposition autour du président et de son gouvernement, ce qui veut dire qu'en réalité nous devons également apprendre à mieux communiquer au Sénégal pour la gestion en tout cas de plusieurs crises qui justement peuvent nous assaillir. Il est bon en période de crise que l'on puisse sentir tous les fils du pays autour vraiment de l'objectif commun qui est de lutter vraiment contre l'ennemi commun. C'est-à-dire aujourd'hui c'est le Covid-19. Ça me rappelle, même si je ne l'ai pas vécu, bien sûr, les temps de guerre où on parlait de l'effort de guerre. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque citoyen, du peu qu'il a, qu'il puisse contribuer bien sûr à ce qu'on appelait l'effort de guerre. Et je crois qu'en la matière, le Khalife général des Mourides a été le premier quand même à ouvrir le bal en octroyant 200 millions à l'État sénégalais. Il y en a aussi d'autres qui l'ont fait. Le président du groupe des médias, hier, j'ai regardé qu'il a aussi donné sa contribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun franc n'est de trop, bien sûr, par rapport à cette lutte contre le Covid-19. Et il va falloir nécessairement y associer tous les Sénégalais, que ce soit les Sénégalais d'ici et les Sénégalais aussi de la diaspora, parce que nous avons aujourd'hui en face de nous un ennemi qui, en tout cas, non seulement invisible, mais qui est difficile quand même à traquer. Parce que vous ne pouvez pas, un virus qui est là et qu'on ne peut pas du tout voir. Même aujourd'hui, j'ai dit qu'avec nos plus grands laboratoires, on n'a pas la capacité même de voir le virus. Ce qui veut dire que ce virus-là, quand même, est devenu un danger. Mais je crois que aussi, Ablaye, dans la livraison des informations, surtout ça aussi au niveau mondial, et ils ont commencé à le faire. Chaque fois qu'ils parlaient des cas, ils parlaient des cas contaminés, ils parlaient des morts, mais ils ne parlaient jamais des guéris. Au point que beaucoup pensaient que cette maladie-là n'était pas guérissable. Et le jour où on a dit qu'au Sénégal, il y a un cas guéri, les gens, ils ont cru que c'était quand même quelque chose d'exceptionnel, parce qu'ils pensaient qu'au niveau mondial, les gens n'ont pas pu le faire, qu'au Sénégal, ils ont réussi cette prouesse-là. Alors que là, c'est l'information quand même qui a été quand même insuffisante, parce qu'aujourd'hui, je prends par exemple le cas de la Chine, sur les 81 000 et quelques qui ont été contaminés, il y a 67 000 qui ont été guéris. Oui, et il y a 3 000 qui ont perdu la vie. Ailleurs aussi, que ça soit même en Italie aussi, il y a un fort taux de guérison, même s'il y a beaucoup de morts. Donc je crois qu'il va falloir que chaque fois qu'on donne l'information, qu'on dise que voilà les personnes qui sont guéries, et que aussi le taux de létalité n'est pas du tout quand même le même avec même ce qu'on appelle le SRAS ou bien le MERS, ou bien avec même l'Ebola qui à 70% était mortel. Aujourd'hui, le taux de létalité, ça gravite jusqu'à entre 1 et jusqu'à 3%. Ce qui veut dire que malgré tout ce que l'on dit sur ce virus-là, quand même, ce n'est pas si dangereux que ça. Le danger de ce virus, c'est surtout la vitesse même de contamination et que le fait que ça peut faire 14 jours en phase d'incubation, même si des médecins ont dit aujourd'hui 37 jours, ce qui signifie toujours la complexité de ce virus-là. C'est ça qui pose problème. Et dès l'instant que maintenant on peut être contaminé et avoir le virus dans son corps pendant 14 jours et aussi donner ça à quelqu'un d'autre qui peut encore multiplier cela, c'est ça qui pose aujourd'hui problème. Mais en tant que tel, je crois que vraiment il faut qu'on rassure toujours les Sénégalais en leur disant que les gens peuvent en guérir parce que les signes, c'est tout simplement c'est la grippe, la toux, et je crois que ces premiers signes, quand même, on peut bel et bien les guérir. D'ailleurs, il y a même des cas qui n'ont même pas besoin d'aller à l'hôpital. Il suffit tout simplement qu'on les trouve chez eux et qu'on puisse régler le problème. Ça a été fait en Italie, ça a été fait en France. Donc, il faut aussi que les gens se départissent de cette idée, comme quoi que chaque fois qu'il y a l'apparition du virus, par exemple, chez quelqu'un, il faut nécessairement qu'on l'alite
Alors que non, on l'alite quand on est dans une phase quand même assez critique. Mais si ce sont les premiers signes, je crois que ça, c'est des choses que nos médecins peuvent guérir. Et il faut aussi vraiment que l'information puisse, qu'on puisse accéder à l'information, surtout sur les taux de guérison, et que les gens sachent que, en réalité, cette maladie est une maladie bel et bien guérissable. Vous l'avez dit, ce qui est un peu dangereux, c'est la façon dont se propage cette maladie qui est très 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 rapide. Alors il faut peut-être insister sur peut-être revoir un peu ces mesures qui ont été prises par le président de la République. Comment faire pour veiller au respect de ces mesures? Alors, je pense que ça c'est dans l'ordre normal des choses, effectivement, parce qu'il faut prendre une décision, l'opérationnaliser, l'analyser et voir comment l'améliorer. Je pense que ce processus d'amélioration continue, c'est ce qu'il faut faire. Et je pense que aussi, on a eu un peu l'expérience de Ebola. Et ça pouvait servir. Et je pense que ça serve ceux qui opérationnalisent le plan. Alors, mais c'est vrai que tout tourne autour de l'information et de la logistique. Vous avez parlé tantôt de certains qui appellent le 18, entre autres. Vous savez, dans certains pays, vous appelez le 911. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, vous appelez le 911. Alors, la plupart du temps, vous êtes orienté rapidement. Alors, peut-être que les gens n'ont pas cette habitude d'appeler ces numéros-là. Donc, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas trop facile parce que nous sommes en train d'apprendre à gérer une situation, d'apprendre à gérer une communauté, d'apprendre à mettre à l'aise la communauté, mais aussi à donner la bonne information. Aussi, alors, sur le plan de la logistique, comme vous avez dit, il y a certains qui peuvent, après avoir détecté le virus, peut-être on pouvait même les isoler chez eux. Mais si on regarde la configuration de nos ménages et tout, c'est très difficile de trouver vraiment une famille capable de faire ça. Parce que nous sommes, vous m'excusez du terme, un peu nombreux dans les maisons très souvent. Et puis l'influence des uns et des autres. Et puis la proximité des uns et des autres. Vraiment, c'est pas très facile. Je comprends. Comprendre la sociologie sénégalaise. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui fait que c'est pas trop facile avec la sociologie sénégalaise. Alors maintenant, ce qu'il faudrait faire peut-être, c'est déjà déclenché parce j'ai entendu qu'ils vont construire un centre à Diamniadio. Je pense que ça c'est bien. Moi au début, quand j'ai entendu qu'on devait les accueillir à Fann, c'est bien, hein? C'est là où l'on la logistique. Mais est-ce qu'il serait prudent de faire entrer un malade jusqu'à l'intérieur de la ville pour vraiment l'interner là-bas? Donc c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut analyser aussi. Mais les malades sont déjà en ville parce qu'ils sont confinés. Moi, je l'ai dit service des maladies infectieuses de Fann. Je l'ai dit la dernière fois, très sincèrement, j'ai été très touché quand j'ai entendu ça. Très sincèrement, je ne maîtrise pas la logistique du ministère de la Santé, mais je sais que Fann est proche de l'université. L'université est un État dans un État. Alors, imaginez-vous, par malheur, si ça entrait là-bas, qu'est-ce que ça allait faire? Et heureusement, le directeur du COUD et peut-être le comité de gestion de l'université, le conseil universitaire, a pris la sage décision de fermer le campus. Donc ça, c'est bien. Alors, juste pour dire que c'est très compliqué. Et ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, les mesures de prévention n'ont pas été draconiennes. Alors, on devait faire en sorte de ne pas faire entrer le malade, mais vraiment de l'isoler du côté. Parce que la plupart des pays, c'est ce qu'ils ont fait. Hein? Ce qu'ils ont fait. Ils ont construit des centres à l'extérieur pour isoler ces malades-là. Et aussi, comme vous dites, sur le plan de la communication, c'est important de le noter. Il faut que les gens, les Sénégalais, sachent que ceux qui sont atteints du virus vont mourir automatiquement. J'ai vu une vidéo vraiment qui m'a beaucoup touché. Quelqu'un qui était malade, qui expliquait qu'il avait l'ambition de faire ceci, de faire cela. C'est comme s'il faisait son testament.
C'est comme si tout ça, sont des fake news encore. C'est un Sénégalais. Apparemment, c'est la personne dont vous parlez. Mais ça, faudra faire très attention, monsieur Thiam, parce que même ça, c'est un fake news. C'est là où j'en viens. Il y a des informations qui disent que c'est pas avéré. C'est même un deep fake. Personnes qui font des vidéos de cette nature-là, qui s'avèrent être des fake news, des informations qui ne sont pas du tout avérées. Malheureusement, sur les réseaux sociaux, beaucoup de Sénégalais. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de mettre justement à la disposition des médias, des cellules qui vont traiter ces informations de fake news pour les montrer à la télé, dire que telle ou telle information n'est pas la bonne, parce qu'il faudrait aussi comprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sociologie sénégalaise. Je crois qu'on n'a même pas besoin, je ne sais pas, des cellules, mais même les rédactions peuvent s'organiser, faire de sorte que, parce que ça je l'ai vu à France 2, je crois, ils ont fait une émission spéciale où tout ce qui est fake news, ils l'ont montré à la télévision. Et je crois que là aussi, il ne faut pas que nous, journalistes, que nous tombions dans ce piège-là. Parce que récemment, je crois que c'est avant-hier, le samedi, où j'ai vu un journal vraiment réputé de la place qui dit que tout le centre de Darou Minam était complètement contaminé par notre compatriote là venant de l'Italie. Il a fallu immédiatement après qu'au niveau du centre, que les gens puissent apporter un démenti. Et là, je dis, c'est extrêmement grave. Parce même que le ministre avait trouvé l'antidote et que l'avait envoyé en Chine. Oui, que ça pose problème. Et là, on a même associé le nom du directeur du COUS, le centre des opérations d'urgence sanitaire, M. Ablaye Bousso, vraiment à cette information-là qui n'est en réalité qu'un fake news. Et c'est pourquoi je dis que nous aussi, nous devons être responsables des informations que nous livrons au public. Dès l'instant que nous recevons une information, il y a lieu quand même de procéder classiquement. M. Mbo, qui est vraiment professeur en matière de journalisme, je crois que pourra même revenir là-dessus. Il va falloir nécessairement vraiment faire le nécessaire pour livrer une information, parce que ça doit passer quand même par un certain circuit avant de donner l'information au public. Donc je crois qu'au niveau même des rédactions, les gens peuvent s'organiser de sorte que tout ce qui est fake news, quand même, qu'ils puissent donner ça à la télévision. Parce que c'est très fréquent de voir souvent ces genres de messages où on dit, moi je suis le docteur, je ne sais pas, tel de la Chine, je donne tel, alors que tout ça, ce sont encore des fake news. Et là, les gens quand même tombent même dans le piège, parce qu'il y en a certains, parce que même hier, moi j'ai eu une discussion très chaude avec quelqu'un, vraiment à travers les réseaux là, qui m'a dit que cette maladie-là est mortelle à 100%. Je lui ai dit, et le cas de Dakar qui a été soigné? Il me dit que non, ça c'était des leurres tout simplement. Donc vous voyez, le degré d'information de ces gens-là, c'est la raison pour laquelle je dis qu'au niveau même de ces rédactions-là, il y a vraiment un travail lourd quand même à faire. Ne serait-ce que pour accompagner le ministère dans ce qu'il est en train de faire, mais aussi vraiment participer de façon très civique à cette opération-là quand même qui doit être l'affaire de tout le monde et que personne ne puisse laisser en rade. Sinon, si on laisse cette floraison de fake news quand même se développer à ce rythme-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, on risque d'avoir en face de nous un autre type de virus et malheureux, ce serait vraiment malheureux pour nous. Non, je pense que juste pour ajouter, vous avez souligné un point très important. Je pense que c'est les guérisseurs traditionnels. Alors, on reçoit tellement de messages et puis je pense que là aussi, le gouvernement devrait vraiment réglementer ça. Je pense que c'est en cours, j'ai entendu. Parce que dans d'autres pays, la médecine traditionnelle existe, effectivement. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais là-bas, vous êtes homologué par l'institution de santé, vous avez un cachet, vous avez tout ce qu'il faut vraiment pour donner ce service. Alors ici, je pense que c'est un autre débat, mais la médecine traditionnelle fait plus de ravages que vraiment de bonnes choses. Très sincèrement. Parce que les gens, ils prennent du n'importe quoi, ils boivent du n'importe quoi. Alors, parce que ils sont dans une situation où tout ce qu'ils voient vraiment, c'est se guérir. Ils vivent des moments difficiles, ils sont confrontés à des maladies et n'ont pas cette capacité vraiment financière pour aller se soigner et tout. Je pense que ça, c'est un autre point aussi sur lequel nous allons apprendre beaucoup après cette situation. Je pense qu'à partir des leçons à apprendre de cette crise, c'est vraiment tous ces aspects-là qu'on va
qu'on va évaluer après. Justement. Alors oui, alors aujourd'hui, on a beaucoup insisté sur l'aspect communicationnel, l'aspect de la communication. On va peut-être revenir sur les mesures, quelles mesures par rapport au transport public. On va revenir sur la sensibilisation qui est très important, et revenir aussi sur l'aspect santé. Extrêmement important. Vous savez, en période, quand il y a une épidémie ou bien une pandémie qui se déclare, le premier moyen qu'il faut mettre en place, en tout cas, c'est la prévention. Et dans cette prévention-là, on a dit qu'il faut quand même ce qu'on appelle les mesures barrières ou bien les gestes barrières. Et c'est quoi? D'abord, dans un premier temps, il faut toujours avoir les mains propres. Il faut aussi tousser en mettant bien sûr dans le coude. Il faut encore une fois de plus utiliser des mouchoirs à usage unique. Je crois que ça, c'est fondamental. Mais le problème, ou bien utiliser aussi des solutions hydroalcoolisées. Mais aujourd'hui, le problème dans ce pays-là, jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous voyez des gens qui vous donnent la main. Et dès l'instant que vous ne répondez pas à l'appareil, bon, c'est comme il y a une sorte de frustration. Or, je dis qu'aujourd'hui, c'est une exigence à ne plus donner la main à qui que ce soit. Je dis que ça soit même nous, au niveau de nos familles, il faut quand même apprendre aux gens les moyens, c'est-à-dire les méthodes de prévention en matière de crise épidémique. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure sur l'indiscipline des Sénégalais, parce qu'il faut quand même qu'on le dise, les Sénégalais, ils sont indisciplinés. Et je crois que nous, notre malheur principal, c'est que après cette crise-là, comme l'a dit tout à l'heure Thiam, je crois que ça va nous servir sur beaucoup de choses, parce qu'on saura qu'en ce moment-là, quand même, que nous ne sommes pas au-dessus des autres pays, et qu'il va falloir nécessairement quand même revenir sur terre, parce que je crois que les Sénégalais, ils pensent tout simplement que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se déclare dans le monde, nous, on a l'impression que nous serons toujours à l'abri de cela, en pensant que toujours l'enfer, c'est pour les autres, alors que l'enfer, c'est pour tout le monde. Effectivement. Alors, pour finir, très rapidement, le mot de la fin. Tout à fait. Je pense que, comme vous avez dit, c'est important, que ça soit dans les transports publics, que ça soit dans les services publics. La mesure de fermer les écoles, les universités, entre autres, ne devrait pas se limiter à là. Alors, parce qu'il y a les services publics, il y a les lieux de rassemblement. Donc, les gens ont besoin certains besoins qu'ils doivent satisfaire. Alors, ils ont certains papiers qu'ils doivent aller chercher, ou bien un service, quel que soit le service qu'ils ont besoin, on doit trouver une stratégie de continuité de ces services. J'ai dit la dernière fois, malheureusement, j'ai entendu que ça existe. J'ai regardé sur le site du gouvernement et j'ai essayé de chercher un peu la stratégie de riposte. Moi, je ne la trouve pas. Il faut vraiment vulgariser ça. Mais surtout la stratégie de gestion de crise du gouvernement. Qu'il sache à tous les niveaux qui est qui et qui fait quoi. Chacun à son niveau doit faire en sorte que ce soit les ministères, les directions, faire en sorte que le service continue à exister. Alors, je l'ai dit la dernière fois, même s'il arrivait que la population à 80% soit contaminée, vraiment, il faut faire en sorte que le service continue. Comme la santé continue, alors il faut faire en sorte que les services continuent. Identifier les services qui doivent continuer, comme le transport. Comment faut-il faire pour rendre le service et puis en même temps éviter la transmission? Je pense que ça c'est très important. Comment faut-il faire, par exemple, au Trésor? Faire en sorte de payer, mais de ne pas exposer les agents. Alors c'est tout le sens du système de flexibilité horaire qu'il faut et de certains logiciels qui pourront permettre, par exemple, de continuer le service. Nous sommes en train d'évaluer ça au niveau de la direction de la solde, par exemple, pour voir. Parce que les invitations, les gens doivent l'avoir. Alors qu'il y ait maladie ou non. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que c'est le lieu de saluer aussi toutes les innovations que la direction est en train de faire, entre autres. Je pense qu'il y a d'autres qui sont en train de le faire. Parce que la fermeture des campus, je pense que c'est la direction ou le ministère de l'Enseignement supérieur qui a dit qu'ils vont continuer vraiment à diffuser les cours en ligne. Donc ça, c'est très important. Donc j'ai entendu aussi quelqu'un d'autre parler des cours pour le primaire à travers les radios, mais des sites web. Je pense que le Sénégal regorge de talents qui peuvent aider. Il y a des gens, comme j'ai dit, si vous les appelez, ils vont venir aider. Il faut créer le cadre pour caporaliser toutes ces ressources-là et faire en sorte qu'ils servent, qu'ils identifient les services nécessaires à tous les niveaux, élaborer une stratégie de continuité de service et de suivi. Donc, parce que ça ne touche pas réellement la santé seulement.
Et si on continue comme ça et on se focalise sur la santé, on va arriver à un moment où la nourriture va poser de problème. Et vous avez vu comme le président Trump a fait hier, il a parlé aux responsables de Walmart, il sait les stocks et il a dit aux Américains, mais essayez les stocks que vous faites. Je pense que c'est des décisions pareilles. Je pense que la direction du commerce intérieur devait réagir. Oui. Peut-être seulement ils sont en train de le faire. Ils ont réagi. Ils ont dit qu'il n'y a pas risque de pénurie, etc. Tout à fait. Et là, ça entre toujours dans le domaine des fake news. Parce que les gens, ils ont dit qu'il y aura bientôt une pénurie. Le directeur du commerce a fait une sortie en disant que